Vous êtes dans le Morning News. Bonjour, bienvenue à la une de l'actualité ce matin, la fin de la visite d'État du président nigérien Mohamed Bazoum en Côte d'Ivoire. Au menu des discussions avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, les questions sécuritaires et politiques régionales à quelques jours de l'ouverture du sommet de la CEDEAO. Le président tunisien Kais Saied serait la cible de menaces sérieuses d'après les déclarations du ministère de l'Intérieur qui met en garde contre une tentative d'atteinte à la sûreté du président. L'opposition, elle, dénonce un nouveau prétexte pour justifier de nouvelles arrestations. Puis l'immatriculation des travailleurs. La Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun annonce poursuivre la simplification des procédures. Nous ferons le point dans ce journal sur ce qui devrait changer. Mais tout d'abord, le bilan qui ne cesse de s'alourdir suite à la tentative d'entrée de près de 2000 migrants vendredi 24 juin dans l'enclave espagnole de Melilla. Le bilan s'élève désormais à 23 morts. Tous sont originaires d'Afrique subsaharienne. Les victimes auraient trouvé la mort dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain. Melilla se trouve au nord du Maroc. Cette tentative d'entrée massive dans cette enclave espagnole est la première depuis la normalisation au mois de mars dernier des relations entre le Maroc et l'Espagne. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a dénoncé samedi une attaque contre l'intégrité territoriale de son pays. Je vous rappelle le bilan, 23 morts, aucune réaction du côté des autorités africaines 4 jours après ce drame. Puis c'est un pays partagé entre le choc et l'interrogation en Afrique du Sud après la mort de 20 jeunes décédés sans blessure apparente. Ils ont été découverts dimanche dans un bar de nuit d'un township d'East London à 700 km au sud de Johannesburg. Les victimes étaient âgées de 18 à 20 ans. Leur mort demeure à l'heure où l'on parle toujours inexpliquée. Les autorités sanitaires écartent cependant la piste d'une bousculade ou d'un mouvement de foule. Je vous le disais en titre, le président du Niger, Mohamed Bazoum, était en visite en Côte d'Ivoire, une visite d'État de 48 heures, entamée jeudi, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à quelques jours du sommet de la CEDEAO prévu à Accra, au Ghana, le 3 juillet prochain. Avec au cœur des discussions la situation sécuritaire et politique dans les pays de la sous-région, deux sujets d'importance qui étaient au menu des entretiens entre les présidents ivoiriens et nigériens à quelques jours de ce sommet. Eugène Chema, Ruth Moussi. Faire un tour d'horizon des problèmes qui concernent les deux pays, principalement au niveau de la sécurité et des coups d'État. Ainsi a été résumé par le président Mohamed Bazoum l'intérêt de sa visite d'État en Côte d'Ivoire au cours d'un point de presse animé avec son homologue Alassane Ouattara au premier jour de son déplacement. La première visite d'État de Mohamed Bazoum dans ce pays voisin du Niger en Afrique de l'Ouest a permis aux deux pays de nouer de nouveaux accords de coopération. Selon les services de communication de la présidence ivoirienne, il s'agit de 5 accords de coopération dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, des ressources animales et dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, ainsi que sur les consultations politiques. Nous avons fait ensemble un tour d'horizon sur bien sûr la situation dans nos deux pays, mais également dans la sous-région et au plan international. Nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, que le peuple de ces pays ne continue pas de souffrir de l'environnement actuel. Lors de la rencontre entre les deux personnalités, le chef d'État ivoirien a félicité Mohamed Bazoum pour son élection à la tête du Niger en mars 2021 et le modèle de démocratie nigérienne qui a permis une transition pacifique du pouvoir avec l'ancien président Mahamadou Issoufou. Le numéro 1 nigérien a salué de son côté le leadership du président Alassane Ouattara et la place prépondérante de la Côte d'Ivoire dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine ainsi qu'au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Nous nous réjouissons de votre engagement à œuvrer à ces relations bilatérales à très fort potentiel. Je connais votre engagement pour la promotion de la paix et de la sécurité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans l'espace CEDEAO. Le gouvernement nigérien compte sur sa diaspora installée en Côte d'Ivoire pour améliorer les échanges économiques entre les deux pays. Selon les données officielles publiées dans le cadre de cette visite d'État achevée vendredi, le Niger a importé de la Côte d'Ivoire des produits manufacturés et des matériaux d'une valeur de 32,5 milliards de francs CFA et exporté en retour en direction de la Côte d'Ivoire du bétail et des oignons pour une valeur de 8,5 milliards de francs CFA en 2017. L'inquiétude en Tunisie sur la sécurité du président de la République Kais Saied, qui selon le ministère de l'Intérieur fait l'objet ces derniers temps de menaces. Le ministère parle de menaces sérieuses contre la personne du chef de l'État qui s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a un an. Des menaces mises au jour à quelques semaines du référendum controversé sur le projet de nouvelle constitution. Amen Edji. Le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Fadila Khélifi, a annoncé le 24 juin 2022 lors d'une conférence de presse à Tunis l'existence de graves menaces à l'égard de la sécurité du président de la République, Kais Saied. Essuyant de nombreuses critiques de l'opposition pour l'avoir écarté d'un dialogue national sur une nouvelle constitution, le chef d'État tunisien avait, fin mars 2022, annoncé la dissolution du Parlement afin de préserver l'État. L'élection notamment du président Kais Saied a suscité beaucoup d'espoir en Tunisie. Mais malheureusement, quelques mois après, nous constatons que nous sommes à la croisée des chemins avec une cristallisation, une centralisation du pouvoir au sein de l'exécutif, avec la fin de tous les principes démocratiques sacrés liés à la répartition du pouvoir entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc autant de questions qui suscitent aujourd'hui que l'appareil démocratique tunisien est en situation d'insécurité. On peut déjà comprendre l'interpellation faite par les services d'État concernant la sécurité physique et l'intégrité du président en tant que tel. Traitant de tentative de coup d'État, l'adoption par le Parlement en séance plénière virtuelle d'une loi annulant les mesures d'exception prises le 25 juillet 2021, le président Saied mettait en garde contre les tentatives du Parlement gelé de se réunir. Un coup de force qui fait traverser au pays une crise politique, plongeant plusieurs partis dans des actes et plans visant à porter atteinte à la vie de l'autorité, selon le ministère de l'Intérieur. On peut déjà comprendre quelles seront les marges de manœuvre du président Kais Saied actuellement. Quelles sont ses chances de pouvoir pérenniser un pouvoir aujourd'hui mené de manière sollicitaire, malgré que constitutionnellement aujourd'hui, il bénéficie des prérogatives exceptionnelles en tant que président de la République. Donc voilà autant de questions que suscite aujourd'hui le chemin emprunté par cette jeune démocratie maghrébine, au regard aujourd'hui des principes et des valeurs universelles incarnés par la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui constitue l'architecture fondamentale aujourd'hui des régimes démocratiques dans le monde. Pour le département sécuritaire de la Tunisie, les enquêtes sont toujours en cours pour faire la lumière sur la situation qui prévaut. Rappelons que ces menaces interviennent dans un contexte marqué par l'organisation, programmée le 25 juillet, du référendum visant à approuver le projet de nouvelle constitution de la Tunisie. Sirte, un temps le bastion des terroristes de l'État islamique, la ville est devenue l'un des symboles de cette Libye en plein chaos. Sirte, ville côtière du centre du pays, est marquée par des années de combat. Les maisons et les immeubles sont complètement détruits dans certains quartiers de la ville où les habitants demandent de l'aide afin de pouvoir entamer la reconstruction. C'est un sujet de la rédaction. Ces habitants de Sirte vivent depuis des années dans ce paysage de désolation. Des immeubles et des maisons effondrées. Les gravats jonchent le sol. Certains tentent de sauver ce qui peut encore l'être. C'est tout ce quartier qui porte encore les stigmates des combats. C'est à partir d'ici que les forces pro-gouvernementales ont ces dernières années tenté de chasser les terroristes du groupe État islamique. La ville a été détruite pendant la guerre contre l'État islamique. La destruction est côté mer. C'est l'un des appartements, mon appartement, j'y vis. Il a été endommagé du côté face à la mer. Nous n'avons pas la capacité de le restaurer. Nous vivons dans 2 pièces que nous avons rénovées, mais pas le reste. Les maisons de mes voisins du dessus sont complètement détruites. Ici, des impacts de balles. Un peu plus loin, cet appartement qui s'est totalement effondré. Le désespoir est total.
Voilà des années que les habitants des ruines demandent de l'aide pour reconstruire leur maison. Une aide qui ne vient pas en dépit de l'établissement cette année dans la ville du nouveau gouvernement libyen. Un gouvernement parallèle qui a fait de Sirte son siège. Mais aucun changement opéré depuis son installation. Nous parlons d'une ville qui est gravement endommagée. Tout le matériel militaire a été utilisé ici, des armes lourdes. La ville a besoin que les décombres soient enlevés. La communauté internationale a coopéré avec nous. En ce qui concerne le soutien du gouvernement, il y a très peu de mesures par rapport à la situation à Sirte. Soutenu par le Parlement de Tobrouk, Fatih Bachaga a installé son gouvernement parallèle dans cette ville côtière à l'extrémité du territoire, contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Le Premier ministre de l'Est assure chercher des financements pour les travaux de reconstruction. Le commerce intra-africain en Afrique, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce. C'est faible comparé à l'Europe où 70% du commerce est réalisé entre les États membres de l'Union européenne. En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges et c'est justement l'objectif ultime de la zone africaine de libre-échange. Mais encore faut-il résoudre la problématique des infrastructures. Les explications de Mildred Diemou. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières années pour booster les échanges entre pays africains, ces derniers restent peu satisfaisants. D'après les économistes, les chiffres du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, initiative de la Banque africaine d'import-export, montrent qu'à ce jour, le commerce intra-africain est estimé à environ 15%, une situation due au manque d'infrastructures adéquates. Quand on regarde le commerce intra-africain, c'est maximum 15% en Afrique. Et quand on regarde l'Europe et les États-Unis, donc les blocs d'Amérique du Nord et les blocs européens, le commerce intra-européen représente 60%, intra-Amérique du Nord à peu près 50 à 60% aussi. Donc on se rend compte qu'on est vraiment à la traîne et qu'il y a énormément d'opportunités à saisir à ce niveau-là. Je pense qu'un des plus gros challenges que l'on a, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, on se rend compte que des fois, pour aller d'un pays à un autre, il est plus facile, il est plus rapide de passer par l'Europe et de redescendre que d'y aller en direct. Et ça, c'est pas normal. Il faut absolument que l'on commence par tout ce qui est infrastructure. Infrastructure portuaire, infrastructure ferroviaire, infrastructure routière. Mais pas seulement les infrastructures physiques, aussi les infrastructures au niveau de la technologie. Pour le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé, le secteur privé doit diriger et les jeunes doivent s'engager pour assurer la reprise des économies africaines. Le comité indique que les barrières non tarifaires existantes et le coût élevé des déplacements des biens et personnes entravent considérablement l'essor du commerce intra-africain. Le secteur privé doit diriger. Si le secteur privé veut faire preuve de leadership, il doit investir dans son avenir. Il y a tellement de barrières non tarifaires. Si vous voyagez à travers le continent, les frontières et les infrastructures sont peu satisfaisantes et les coûts de transaction sont très élevés. Nous devons également créer des passeports pour les hommes d'affaires. Ce sont tous les obstacles au commerce intra-africain, mais nous devons commencer à les éliminer. La zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grosse opportunité pour sortir les économies africaines de plusieurs crises auxquelles elles sont confrontées. L'Afrique doit stimuler l'industrialisation afin de créer plus d'emplois jeunes et de réaliser le plein potentiel de cet accord commercial selon les experts. La poursuite des mesures visant à simplifier les procédures est annoncée au Cameroun par la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Il s'agit du processus d'immatriculation des assurés, mais aussi le suivi de leur protection sociale. Objectif affiché par la CNPS, renforcer l'efficacité dans le système. Reportage Roberto Bogbe. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun, l'organisme qui a la charge de la prévoyance sociale, positionne la structure qu'il dirige comme étant celle qui, en Afrique, a le plus simplifié ses procédures d'immatriculation. En vue de faire bénéficier des allocations et autres avantages, le dirigeant mise sur la plus grande simplification des conditions, sans sacrifier l'efficacité qui accompagne l'organisme. À un certain moment, on demandait une quinzaine de pièces aux pensionnés pour bénéficier de sa pension. Aujourd'hui,
on en est à 2 pièces, on leur demande 2 pièces. Ils ne sont plus obligés de venir à nos services pour bénéficier d'une pension. Ils peuvent la faire en ligne et bénéficier de leurs prestations en ligne. Nous pouvons les payer en 1 heure de temps. L'ambition de la Caisse nationale de prévoyance sociale est d'aller beaucoup plus loin dans la facilitation des procédures. Dans les prochaines années, il sera possible, entre autres innovations, de ne plus faire de demande d'immatriculation grâce à un système automatisé qui fera le travail pour les potentiels assurés sociaux. Notre système devrait pouvoir détecter par les informations que nous avons leurs besoins en matière de prestations sociales, que ce soit une pension ou une allocation familiale, et que le système déclenche automatiquement un paiement. En 2020, la CNPS a réalisé un bénéfice de 72,39 milliards de francs CFA, réussissant ainsi à maintenir son résultat net au-dessus de la barre des 70 milliards de francs CFA pour la 2e année consécutive. Alain Noël Mekulu-Vondo, en rendant les procédures les plus performantes et les plus légères possibles, vise à multiplier ce bénéfice. Par ailleurs, les revenus des placements financiers de la CNPS se sont chiffrés à 20,5 milliards de francs CFA en 2021, selon les documents officiels de l'organisme. Ce résultat est en hausse de plus de 5 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice précédent. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.